La pluie tambourinait doucement sur les parois vitrées du siège social de Nova Access Corporation, comme si la nature elle-même essayait de m'avertir. Je me souviens avoir regardé les gouttelettes glisser le long de la vitre à côté de mon bureau, chacune se précipitant pour atteindre le fond. J'avais l'habitude de faire comme s'ils étaient vivants, comme de petits coups de pinceau essayant de dépasser le temps. Mais ce matin-là, je n'avais pas le luxe de rêver. J'avais une intuition et j'aurais dû écouter. Le bureau était inhabituellement calme. Même le bruit habituel des claviers et les faux rires dans la salle de repos semblaient assourdis. Des chuchotements flottaient dans le couloir comme de la fumée, s'enroulant sous les portes et s'accrochant aux épaules. Quelque chose arrivait. Nous l'avons tous ressenti. À 10 heures exactement, un email est arrivé dans la boîte de réception de l'équipe. Réunion obligatoire à tous. Salle de conférence 5. En vigueur immédiatement. J'ai rassemblé mon bloc-notes par habitude plus que par nécessité et j'ai marché avec le reste de l'équipe jusqu'à la pièce aux parois de verre au bout du couloir. J'ai essayé de ne pas avoir l'air anxieux, j'ai essayé de ne pas laisser mes mains trembler, mais mon estomac le savait. À l'intérieur, les gens étaient assis comme des statues, raides, incertains. Darren Cole, l'homme qui a fait trembler des départements entiers avec un seul sourcil levé, est entré avec 2 représentants des ressources humaines derrière comme des ombres. Il portait son habituel costume navy et ce petit demi-sourire cruel qui faisait démanger la peau. « Merci d'être ici », commença-t-il, sa voix calme et tranchante. Dans le cadre de notre alignement stratégique continu, nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant l'efficacité des services. Et puis ses yeux se sont posés sur les miens. Camille Turner, dit-il lentement, délibérément, après une évaluation approfondie de vos performances, il a été déterminé que votre rôle ne correspond plus aux objectifs de cette entreprise. Avec effet immédiat, votre poste a été résilié. Silence. Un silence total et atroce. Le genre qui fait sonner votre rythme cardiaque comme une bombe dans vos oreilles. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Ma bouche était sèche. Je ne pouvais même pas avaler. Personne ne m'a regardé. Pas un seul collègue. Pas Suzanne de la comptabilité, qui a pleuré un jour dans mon bureau après une mauvaise rupture. Pas Jared, que j'ai aidé à promouvoir. Pas même Linda, qui s'est assise à côté de moi pendant 3 ans et m'a emprunté ma tasse tous les matins. Ils regardaient tous leurs genoux comme des enfants essayant de disparaître. Vous pouvez récupérer vos affaires, a poursuivi Darren, passant déjà à la diapositive suivante de sa présentation, comme s'il parlait de la maintenance de l'imprimante. Ne pas détruire la dignité de quelqu'un en public. Je me suis levé, mais mes jambes m'ont trahi. Il tremblait. Chaque pas vers la sortie donnait l'impression d'attendre dans du ciment mouillé. J'ai ouvert la porte, suis entré dans le couloir. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Raymond Carter, concierge, la soixantaine, toujours poli, toujours invisible pour tout le monde. Il se tenait au bout du couloir avec son chariot à vadrouille à côté de lui, les mains jointes devant lui comme s'il attendait, m'attendait. Ses yeux rencontrèrent les miens, sans pitié, juste calme, comme s'il le savait déjà. J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Puis il s'est avancé vers moi, lentement et avec certitude, et a fouillé dans sa poche. Sa main émergea, se referma autour de quelque chose. Lorsqu'il l'ouvrit, je vis une petite clé dorée, légèrement rouillée sur les bords, posée dans sa paume. « Il est temps », murmura-t-il. Je cligne des yeux, ne sachant pas si je l'ai bien entendu. Il est temps pourquoi? Il m'a fait un doux sourire. Le genre qui vient du fait de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Pour respirer, Camille, dit-il. Pour enfin respirer. Avant, je pensais que les crayons étaient magiques. Quand j'avais 5 ans, ma mère a ramené à la maison une petite boîte en carton remplie de crayons de couleur du magasin à $1. Ils étaient ternes aux extrémités, sentaient légèrement la colle à bois et n'avaient pas de marque, mais pour moi, ils étaient de l'or pur. Je me souviens m'être assis sur le parquet de notre salon exigu dans la campagne de Caroline du Nord, dessinant tout ce que je pouvais imaginer. Des montagnes que je n'avais jamais vues, des océans dont je n'avais entendu parler qu'à la télévision, des créatures tirées de livres que j'avais empruntés à la bibliothèque de l'église. Mes parents étaient des gens simples. Ma mère nettoyait les maisons. Mon père travaillait dans une usine de papier en alternance. Il m'aimait, mais pas d'une manière qui laisse place au rêve. Il m'aimait comme des gens fatigués, inquiets des factures et terrifiés par les risques. « Tu dessines vraiment bien », a dit un jour mon père en jetant un coup d'œil à l'un de mes premiers croquis épinglés sur le réfrigérateur.
Mais l'art ne nourrit pas l'estomac, Camille. Tu as besoin d'un travail qui te gardera à genoux. Je ne comprenais pas alors ce que signifiait « à genoux ». Je le fais maintenant. À l'âge de 10 ans, les murs de ma chambre étaient couverts de croquis. J'ai tout utilisé. Serviettes, dos des feuilles de devoir, sac en papier marron. J'ai dessiné tard dans la nuit sous la faible lumière d'une lampe de bureau dont la charnière était cassée. Je me sentais vivante quand je dessinais, comme si je pouvais respirer plus profondément, plus largement, comme si j'appartenais à quelque part, même si ce n'était que sur papier. Au collège, une de mes enseignantes, Madame Reynolds, a pris mes parents à part après une soirée parents-prof. Je me souviens m'être assise juste devant la porte, les écoutant pendant qu'elle leur disait que j'avais un vrai talent, qu'il y avait des bourses, que l'art pouvait être plus qu'un simple passe-temps, que quelqu'un avec mes yeux pouvait aller loin. Ma mère la remercia poliment. Mon père n'a pas dit grand-chose, mais en rentrant chez lui en voiture, il a dit « Qu'est-ce qui comptait ? Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des bêtises, Camille. Tu veux finir fauché et mendier ? Tu veux avoir 30 ans et vivre toujours dans notre maison. » Ce soir-là, j'ai rangé mon carnet de croquis pendant une semaine. Je n'ai pas tracé une seule ligne. J'avais l'impression d'essayer de retenir ma respiration sous l'eau et les jours passaient comme une lente suffocation. Au lycée, je travaillais à temps partiel dans un restaurant et j'utilisais l'argent pour économiser pour l'université. J'ai choisi l'administration des affaires parce que c'était sûr. Parce que les gens disaient que ça avait un avenir, parce qu'on peut toujours dessiner le week-end. Mais je ne dessinais pas le week-end. La plupart des week-ends, j'étais trop fatigué ou trop coupable. À 20 ans, j'avais un diplôme d'associé, une petite bourse et un emploi dans une banque. J'avais gagné l'approbation de ma famille et perdu des morceaux de moi-même dans le processus. Une fois pendant les vacances de printemps, j'ai visité une exposition d'art dans un collège communautaire local. Je suis passé devant des rangées de toiles, la peinture était épaisse comme du glaçage, les couleurs jaillissaient des murs. Je me souviens d'être resté si longtemps devant une œuvre abstraite. Le concierge m'a demandé si j'étais perdu. J'étais. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai fait. À 23 ans, j'ai décroché un emploi à temps plein chez Nova Access Corporation, dans le département des finances. Des avantages sociaux complets, un salaire stable, une cabine avec mon nom sur une pancarte. Mon père a dit, c'est quelque chose dont je peux être fier. J'ai souri, mais à l'intérieur quelque chose de petit et de brillant a clignoté une dernière fois avant de s'atténuer. Lorsque je suis entré chez Nova Access Corporation pour la première fois, je pensais que peut-être, juste peut-être, j'avais fait la paix avec mes choix. Le bâtiment était tout en verre et en acier, reflétant le ciel comme s'il n'avait rien à cacher. À l'intérieur, tout sentait la moquette fraîche et l'ambition, les surfaces polies, les ascenseurs silencieux, les gens parfaits en chemise repassée et les chaussures chères. Ils m'ont donné une petite cabine dans le service financier avec vue sur un mur de briques et une imprimante qui se bloquait au moins une fois par jour. Mon travail ? Feuilles de calcul, prévision, participation à des réunions où des hommes au sourire serré et aux costumes moulants se disputaient sur les points décimaux et les stratégies d'optimisation des coûts. Personne n'a jamais mentionné la beauté, la créativité ou l'âme. Pourtant, je me suis dit que c'était l'âge adulte, que c'était ce que les gens entendaient par succès. Mais je ne pouvais pas arrêter les démangeaisons dans mes doigts. Pendant les pauses déjeuner, j'ai commencé à me faufiler dans le jardin derrière le bâtiment, un coin d'herbe tranquille et 3 bancs que personne n'utilisait vraiment. J'avais gardé un petit carnet de croquis dans mon sac, dont les pages étaient douces avec l'usure. Là, à l'ombre d'un magnolia têtu, je laissais ma main se souvenir de ce que mon cœur avait presque oublié. J'avais dessiné les lignes nettes du bâtiment, la façon dont la lumière du soleil dansait sur le béton, la silhouette voûtée de quelqu'un qui consultait son téléphone en secret. Je n'ai pas dessiné intentionnellement. J'ai dessiné pour survivre. C'est là que j'ai rencontré Raymond. Il poussait un seau à vadrouille le long du bâtiment quand il m'a vu. Il s'est arrêté, s'est appuyé sur la poignée et a incliné la tête vers mon carnet de croquis. « Vous avez la lumière », dit-il d'une voix grave mais gentille. Ma Lorraine dessinait comme ça. Je ne savais pas quoi dire. Personne dans le bureau n'a jamais parlé à Raymond. La plupart ne connaissaient même pas son nom, mais j'ai hoché la tête, et c'était suffisant. À partir de ce moment-là, nous nous parlions tous les quelques jours lorsque nos chemins se croisaient. Il m'a parlé de Lorraine, sa défunte épouse, une peintre du dimanche qui n'essayait jamais de vendre son travail, ne se souciait jamais de savoir si c'était assez bon. Elle peignait parce qu'elle le devait, parce que, comme le disait Raymond,
C'était la seule façon pour elle de respirer. Elle a installé un atelier dans l'ancienne remise à outils derrière leur maison. Il m'a dit qu'il y avait la meilleure lumière du comté. Je n'y ai jamais touché après son décès. Je n'y arrivais pas. J'ai écouté. C'est tout ce que j'ai fait au début, j'ai juste écouté. Et en retour, je lui ai parlé de moi-même. Comment je dessinais sur des sacs en papier quand j'étais enfant, comment j'ai été accepté dans un programme d'art mais je l'ai refusé. Comment je n'avais dit à personne au travail que je possédais même un crayon. Il ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais dit que j'étais stupide. Il a juste dit, Lorraine t'aurait aimé. Au fil des années, nos conversations sont devenues mon point d'ancrage. Les seuls moments de vérité dans des journées remplies de jargon corporatif et de sourires artificiels. Mes collègues me remarqueraient à peine à moins qu'ils n'aient besoin d'un rapport réparé ou d'un dossier localisé. J'étais fiable, calme, invisible, exactement comme Darren aimait faire du personnel. Mais Raymond m'a vu. Ni l'employé, ni la fille au tableur. Moi. Parfois, je pense qu'il savait avant moi que quelque chose en moi était en train de mourir. Doucement, lentement, et qu'un jour j'aurais besoin d'un chemin de retour. J'avais l'habitude de compter les fenêtres de la tour de bureau en face de la mienne. 52, chacun étant un carré de la vie de quelqu'un d'autre, d'autres personnes avec d'autres rêves claquant derrière une vitre. Je me demandais si l'un d'eux m'avait déjà regardé, mais peut-être avais-je cessé d'être visible depuis longtemps. Il y a 3 ans, les choses ont commencé à changer chez Novaxi. Restructuration. Ils ont appelé cela plus de réunions, des délais plus serrés, moins de personnes. Ceux qui ont survécu aux coupes budgétaires n'ont pas fait la fête. Ils travaillaient plus dur, souriaient moins, vieillissaient plus vite. J'étais l'un d'entre eux, les plus chanceux. Darren Cole avait toujours été désagréable. Mais après les licenciements, il est devenu plus vif, comme s'il avait goûté au sang et en voulait plus. Ses yeux balayaient chaque pièce comme un prédateur à la recherche du plus lent du troupeau. Et pour une raison quelconque, il m'a choisi. Il m'interpellait lors des réunions parce que je n'avais pas une vue d'ensemble, même si ce n'était pas moi qui présentais. Il sessionnait la haute direction sur des erreurs mineures, des choses qui n'avaient pas d'importance. Et quand j'ai bien compris, il n'a jamais dit un mot. Le silence est devenu son arme, et je l'ai bêtement pris. Je me suis dit qu'il était juste stressé, que tout le monde était sous pression, que si je travaillais plus dur, il reculerait. Mais peu importe l'heure à laquelle je suis arrivé, l'heure à laquelle je suis resté, la perfection avec laquelle j'ai formaté ces misérables feuilles de calcul. Il n'arrêtait pas de venir et je continuais à rétrécir. Mon carnet de croquis, une fois bien rangé dans la poche latérale de mon sac, a fini enfoui au fond d'un tiroir. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Chaque fois que je repensais au dessin, j'entendais la voix de mon père dans ma tête. L'art ne nourrit pas l'estomac. Il y avait des matins où je me tenais devant le miroir de la salle de bain et reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Des joues creuses, des yeux fatigués, un costume trop bien ajusté parce que je l'avais porté trop longtemps. À un moment donné, j'avais troqué la couleur contre la conformité, le souffle contre les bilans. J'ai commencé à m'asseoir seul au déjeuner, non pas parce que je le voulais, mais parce que personne n'a remarqué quand j'ai arrêté de me présenter dans la salle de repos. Ma voix s'est calmée. Mon rire a disparu. J'ai commencé à disparaître. Raymond l'a remarqué. Il n'a pas dit grand-chose au début, il m'a juste regardé passer dans le couloir. Un jour, il s'est arrêté et a dit, « Vous marchez comme si vous aviez des chaînes autour des chevilles. » J'ai fait un faible sourire. « Je suis juste fatigué, Raymond. » Il ne sourit pas en retour. « Non, Camille. Ce n'est pas fatigué. C'est quelque chose de plus lourd. » J'avais alors envie de pleurer, là, devant le concierge avec sa serpillière et ses yeux qui voyaient trop. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai avalé comme je l'ai toujours fait et je suis parti. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti le carnet de croquis. J'ai longtemps regardé la page blanche. Mais je ne savais pas dessiner. Ma main flottait sur le papier comme un fantôme. Je ne savais pas par où commencer ni si j'étais même autorisé à commencer. J'ai fermé le livre et je l'ai remis en place. Certaines personnes brûlent dans les flammes. Moi, je fondais une feuille de calcul à la fois. Je ne me souviens pas beaucoup du retour à mon bureau. Juste le bourdonnement froid des lampes fluorescentes et le claquement de mes talons qui résonnent plus fort qu'il n'aurait dû. Mon nom flottait toujours dans les airs comme un bleu. Camille Turner. Résilié avec effet immédiat,
comme si j'étais une feuille de calcul examinée, jugée non pertinente et supprimée. Un carton m'attendait déjà sur le bord de mon bureau. L'efficacité RH à son meilleur. Quelqu'un avait même commencé à faire mes valises. Ma photo encadrée de maman, une tasse en céramique qui disait « Les introvertis, unissez-vous ». Séparément, la petite plante que j'avais soignée pendant 4 hivers. Et mon carnet de croquis, poussiéreux, intact, toujours fermé. Je suis resté là un long moment, à contempler les objets d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. Autour de moi, les gens se remettaient à taper comme si de rien n'était. Personne n'a établi de contact visuel. Personne n'a dit au revoir. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas le travail, pas la voix suffisante de Darren, mais le silence. De la même manière que 30 personnes pourraient prétendre que tu n'as jamais existé. J'ai placé les derniers objets dans la boîte, je les soulevés dans mes bras et j'ai parcouru une dernière fois le couloir principal. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être à la maison, ou à la voiture, ou dans un abîme où vont toutes les femmes invisibles. Et puis je l'ai vu. Raymond se tenait juste au-delà du virage du couloir, à côté de son chariot à vadrouille, et m'observait. Il n'a pas parlé tout de suite. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il le savait déjà. Il s'est avancé lentement vers moi, a doucement pris la boîte de mes mains et l'a posée sur un banc près du mur. Puis, d'une main ferme, il fouilla dans la poche avant de son uniforme gris et en sortit un petit objet, une clé. Il avait l'air vieux, doré, légèrement rouillé sur les bords, du genre qu'on trouve dans un grenier ou dans un livre de contes. Il le tenait dans sa paume comme si c'était quelque chose de sacré. Il est temps, dit-il doucement. J'ai cligné des yeux, confus. Il est temps pourquoi? Les yeux de Raymond rencontrèrent les miens. Il n'y avait aucune pitié en eux. Pas de tristesse, seulement du calme et autre chose. Quelque chose comme une conviction. Respirez, dit-il. Lorraine m'a toujours dit que respirer n'était pas seulement une question de poumons. C'est une question d'âme. Ce studio t'attend, Camille, depuis trop longtemps. Ma gorge se serra. Studio? Il hocha la tête et me tendit un morceau de papier plié avec une adresse écrite avec une écriture soignée et en gros caractères. 17 Allée Sycomore. J'ai regardé la clé, puis de nouveau vers lui. Je ne comprends pas. Vous n'en avez pas besoin, dit-il. Pas encore. Je restais là, figé, la clé chaude dans ma main, comme si elle attendait ma paume depuis tout ce temps. Personne ne m'avait jamais remis quelque chose de pareil auparavant. Pas une clé, pas de confiance, pas de croyance. Raymond sourit d'un doux sourire patiné. C'est à toi maintenant. Lorraine l'aurait voulu ainsi. Il n'a pas attendu les remerciements. Je n'ai pas fait de discours. Il s'est juste retourné et a poussé son chariot dans le couloir, disparaissant comme toujours. Calme, constant, gentil. Et je restais là, tenant la clé d'un endroit où je n'étais jamais allé, mais où je me sentais déjà comme chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je m'assis sur le bord de mon lit avec la clé toujours à la main. Son métal usait presse doucement ma peau. J'ai dû le retourner une centaine de fois, comme si le tenir assez longtemps pouvait me murmurer un peu de clarté à l'oreille. Indemnité de départ, formulaire de chômage, loyer. Le côté pratique de mon cerveau criait, concentrez-vous sur la survie. Mais le reste de moi, la partie que je croyais devenue silencieuse depuis longtemps, murmura quelque chose de plus doux. Allez. Vers minuit, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Les rues étaient vides, la pluie coulait toujours sur le pare-brise en ligne lente et paresseuse. Les lampadaires passaient comme des fantômes. J'ai suivi les instructions de Raymond. À gauche sur Maple, juste après l'ancien dépôt ferroviaire, puis dans une rue calme bordée de porches affaissés et de maisons endormies. Le 17 Sycamore Lane était une maison modeste avec une petite cour devant, une boîte aux lettres tordues et un nain de jardin auquel il manquait un œil. Cela avait l'air ordinaire, le genre d'endroit dont les gens oublient l'existence. Mais au bout du chemin de gravier, derrière la maison principale, se trouvait un petit bâtiment indépendant avec un revêtement bleu délavé et un toit en pente. Une chaude lumière jaune du porche brillait au-dessus de sa porte. Je suis sorti de la voiture et je me suis approché lentement. La clé était serrée dans mon poing. La serrure était tenace. J'ai dû le secouer 2 fois avant qu'il ne cède avec un léger clic. La porte s'ouvrit en grinçant et je pénétrai à l'intérieur. L'air sentait la vieille peinture, le cèdre et le thym.
C'était une seule pièce, peut-être de la taille d'une petite salle de classe, mais elle paraissait vaste. La lumière du soleil devait entrer pendant la journée à travers les hautes fenêtres, désormais masquées par des rideaux de gaze. Des étagères en bois bordaient les murs, encombrées de pots de pinceaux séchés, de tubes de peinture à moitié utilisés et de carnets de croquis empilés comme des journaux intimes. Une toile se dressait au centre de la pièce, recouverte d'un drap. Je n'y ai pas touché. Au lieu de cela, j'ai laissé mes doigts effleurer le travail usé sur un ensemble de crayons de fusain poussiéreux, un tablier plié, une tasse en céramique craquelée avec de la peinture encore accrochée au bord. Cet endroit n'était pas seulement une pièce. C'était une vie. Pause à mi-souffle. Sur la table, cachée sous un pot de boutons, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom écrit en écriture inclinée et soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre de Raymond. Lorraine a toujours cru que cet atelier avait une âme. Elle disait que les murs absorbaient chaque coup de pinceau, chaque soupir et la rendaient décuplée. Quand elle est décédée, je ne pouvais pas supporter d'y entrer. Mais quand je t'ai vu dessiner derrière le bâtiment ce jour-là, j'ai su que tu as la même lumière dans tes yeux. Cet espace, il est à toi maintenant. Pas de charité, de reconnaissance. Tu es un artiste, même si le monde a essayé de te convaincre du contraire. La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Raymond, je me laissais tomber sur la chaise la plus proche, la poitrine se soulevant d'un mélange de chagrin et de quelque chose qui me paraissait terriblement proche de l'espoir. Pendant un long moment, je suis resté assis en silence. Puis, sans réfléchir, j'ai cherché un bloc de papier dans le tiroir. Mes mains bougeaient toutes seules, tremblant légèrement. J'ai trouvé un bâton de charbon de bois, fissuré, mais toujours utilisable. Je me suis tourné vers une nouvelle page et j'ai tracé une ligne. C'était irrégulier, trop dur, pas parfait, mais c'était le mien. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de respirer à nouveau. Cela a commencé avec une ligne, puis une autre, et encore une autre. Chaque matin, je retournais au studio de Lorraine comme si c'était une église. Le soleil entrait à flot à travers les hautes fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme des murmures de son passé. Je n'ai pas prévu ce que j'ai dessiné. J'ai juste laissé mes mains se souvenir. Au début, j'avais l'impression d'expirer après avoir retenu ma respiration pendant des années. J'ai dessiné ce que j'ai vu. Des tasses à thé craquelées, des fleurs du jardin, la légère pente du dos de Raymond alors qu'il arrosait les tomates. J'ai rempli page après page, parfois d'absurdité, parfois de fureur. Certains dessins que j'ai déchirés avant même qu'ils ne sèchent. J'en ai gardé d'autres, les scotchant au mur comme de petites affirmations. Tu es toujours là. Tu comptes toujours. Raymond passait de temps en temps. Parfois avec un sandwich, parfois avec rien d'autre que sa présence tranquille. Il n'a jamais interrompu. Il restait assis dans un coin, fredonnant parfois doucement et sans mélodie comme un battement de cœur. Tu as plus de couleurs sur tes joues, dit-il un jour en me tendant une tasse de thé à l'amande poivrée. Je pense que c'est de la poussière de charbon de bois, ai-je souri. Il lui rendit son sourire, mais doucement. Non, c'est autre chose. Je ne gagnais encore rien. L'indemnité de départ de Nova Access a suffi à me soutenir pendant un certain temps, et j'ai puisé dans ce que j'avais économisé au fil des ans, de l'argent que je pensais utiliser pour un jour de pluie qui était apparemment arrivé. Pourtant, il y avait de la peur. Peur toujours. Peur de perdre du temps, de manquer d'argent et que cette chose fragile et belle que j'avais trouvée disparaisse. Mais chaque fois que le doute s'installait, j'allais dans le coin où la vieille blouse de Lorraine pendait encore à un crochet. J'avais touché le tissu usé, taché de rouge, de bleu et de vert. Cela m'a rappelé que quelqu'un avait vécu ici avant moi et qu'elle avait osé. La première fois que j'ai vendu une pièce, c'était presque un accident. La nièce de Raymond, Angela, est venue un après-midi avec son nouveau-né. Je dessinais le profil du bébé juste pour m'entraîner. Elle l'a regardé et a demandé si elle pouvait l'acheter. C'est juste un croquis, dis-je, embarrassé. C'est lui, dit-elle. C'est assez. Elle m'a payé $50. J'ai pleuré après son départ, non pas à cause de l'argent, mais parce que quelqu'un a regardé quelque chose que j'avais fabriqué et y a vu de la valeur. Cela a changé quelque chose en moi. La nouvelle s'est répandue lentement mais sûrement. Angela l'a dit à ses amis. J'ai posté quelques éléments en ligne. J'ai créé un site web simple. Rien d'extraordinaire. Juste un portfolio et un formulaire de contact. Les commandes affluaient.
portraits d'animaux de compagnie, art de chambre d'enfant, illustration pour le livre de poésie auto-publié de quelqu'un. J'ai commencé à dire oui à des choses dont j'aurais ri autrefois. Une fresque murale pour un café, une peinture du jardin de quelqu'un, un logo. J'apprenais à vivre par le coup de pinceau, par la couleur, par l'instinct. En 6 mois, j'avais une petite liste de clients fidèles. Je gagnais assez pour couvrir le loyer. Et oui, j'ai insisté pour payer un loyer à Raymond, même s'il râlait à chaque fois que je lui tendais l'enveloppe. J'ai acheté de nouvelles fournitures, peint les murs d'une crème douce, installé des lumières plus vives, mais j'ai laissé l'essence du lieu intacte. Lorraine était toujours là. Dans les coins calmes, à la façon dont la pièce conservait la chaleur comme un souvenir sur une étagère au-dessus de la table de travail, j'ai placé une photo que j'avais trouvée enfouie dans l'un de ses carnets de croquis ou une image en noir et blanc d'elle riant devant une toile, les mains couvertes de peinture. Certains jours, je lui murmurais juste pour te remercier, juste pour qu'elle le sache. La peur ne m'a jamais complètement quitté. Il s'accrochait au bord, surtout pendant les semaines calmes. Mais chaque fois que je tenais un crayon, je me sentais plus fort. Je n'étais pas là où je voulais être. Mais pour la première fois, je ne fuyais pas qui j'étais, et cela suffisait. 2 années se sont écoulées et le studio est devenu mon monde. Le nom de Camille Turner a commencé à apparaître dans les bulletins d'information locaux et dans les galeries, généralement suivi d'un modeste texte de présentation. Charmante artiste locale connue pour son travail aux traits évocateurs et ses portraits axés sur l'émotion. J'ai ri la première fois que j'ai lu ça. Moi, je le savais, comme si la fille tranquille dans la cabine avait déjà imaginé une telle chose. J'avais assez de travail maintenant pour avoir besoin d'aide pour l'administration et la planification. Un stagiaire universitaire venait 2 fois par semaine. J'ai constitué une liste de clients, expédié des œuvres d'art dans 3 États et eu 3 cafés avec mes peintures murales sur leurs murs. Rien de tout cela n'était tape à accent grave l'œil. Rien de tout cela n'était facile, mais c'était le mien, et tout cela. Chaque coup de pinceau le ramenait à lui. Raymond venait toujours, mais moins souvent maintenant. Ses genoux le gênaient et l'air hivernal lui faisait mal aux articulations. Mais lors de sa visite, il se promenait dans l'atelier comme un homme visitant une chapelle. Je pense que dans son esprit, cela appartenait toujours à Lorraine. D'une certaine manière, c'est le cas. Et peut-être que maintenant il nous appartenait à tous les deux. Un matin, alors que je réorganisais quelques fournitures, j'ai trouvé une photo cachée dans un vieux tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois. C'était petit, avec des bords froissés, une image en noir et blanc de Raymond et Lorraine plus jeunes, debout au bord d'un lac, les bras enroulés l'un autour de l'autre, souriant si naturellement que mon souffle s'est arrêté. Il devait avoir la quarantaine. Il avait l'air plus détendu. Elle était radieuse, les joues pleines de joie, les mains tachées de peinture comme toujours. Il y avait tellement de vie dans cette photo et tellement de pertes maintenant qu'elle était partie. Une idée m'a saisi. Il n'a pas été commandé. Ce n'était pas payé. Il n'y avait pas de date limite. Mais dès l'instant où j'ai touché le papier, j'ai su que ce serait peut-être la chose la plus importante que je ferais jamais. Pendant des semaines entre les commandes et les ateliers en ligne, j'ai travaillé sur le tableau en secret. J'ai utilisé toutes les techniques que je connaissais, j'y ai mis chaque partie de moi-même. Je n'ai pas recréé la photo. Je l'ai réinventée. J'ai peint Raymond et Lorraine tels qu'ils auraient pu être, plus âgés maintenant, les rides plus profondes, les cheveux plus blancs. Mais ensemble, assise sur ce banc au bord du lac, sa main dans la sienne, toujours en train de peindre, toujours en train de rire, toujours entière. Le jour où j'ai fini, j'ai pleuré. Pas des larmes tristes, quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, comme une clôture, comme de la révérence. J'ai appelé Raymond et lui ai dit que j'avais quelque chose que je voulais lui montrer. Il est arrivé vêtu de sa plus belle veste, celle en velours côtelé marron avec des coudières. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait la tasse de thé chaude que je lui tendais. Je l'ai conduit dans l'arrière-salle de l'atelier où se trouvait le tableau terminé, recouvert d'une toile de lin. « J'ai un cadeau pour toi, dis-je. » Il m'a regardé avec des yeux fatigués mais gentils. « Camille, tu ne me dois rien. »« Je sais, dis-je en souriant doucement. »« Mais je lui dois. » J'ai retiré le tissu. Raymond le regarda. Son corps s'immobilisa, comme si même son souffle pouvait briser ce moment. Ses yeux se remplirent de larmes, puis débordèrent sans avertissement. Il tendit la main non pas pour toucher la toile, mais pour s'appuyer contre la table. « Comment » murmura-t-il. « Comment le savais-tu » J'ai trouvé la photo,
dis-je doucement. Le reste n'était que imagination et gratitude. Il hocha la tête. Incapable de parler, nous sommes restés silencieux. Le tableau brillait sous la lucarne. Les yeux de Lorraine pétillaient de cette joie espiègle que j'imaginais qu'elle avait dû porter toute sa vie. Et Raymond, eh bien, il ressemblait à l'homme que je connaissais, juste un peu plus apaisé. Après une longue pause, il se tourna vers moi, la voix tremblante. « Vous ne m'avez pas seulement offert un tableau, a-t-il déclaré. Tu me l'as rendu. Tu m'as donné un avenir. » J'ai tendu la main et lui ai pris la main. Ces jours-ci, je me réveille avant le soleil. Non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Le studio est le plus calme tôt le matin, avant les emails, avant les commandes, avant que le monde ne se souvienne de mon existence. Je prépare du café, enfile mon sweat à capuche taché de peinture et m'assois près de la grande fenêtre avec une toile fraîche et une âme qui connaît enfin la paix. Parfois, j'entends encore des échos de cette vie de bureau, les clics des claviers, le ton plat de la voix de Darren, le poids du sentiment d'être invisible. Mais elles sont devenues plus silencieuses, comme des voix venant d'une maison dans laquelle je ne vis plus. Je n'ai parlé à personne de Nova Access depuis le jour de mon départ. Personne n'a jamais contacté. Pas d'excuses, pas de clôture, et honnêtement, je n'en ai pas besoin parce que ce que j'ai maintenant est meilleur. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'un éditeur de livres pour enfants. Ils avaient vu mon portfolio en ligne. Une de mes illustrations avait été partagée dans un groupe de parents, et ils voulaient me proposer un contrat à long terme pour illustrer une série complète. Pas un seul livre, toute une série. Quand j'ai raccroché, je me suis assis au milieu du studio, entouré de pinceaux, de tissus et de restes d'idées. Et j'ai ri, d'un grand rire ouvert et ridicule qui résonnait sur les murs comme une chorale. Je n'ai même pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce que je sente le sel sur mes lèvres. Lorraine aurait adoré ce moment. Raymond aussi. Je garde toujours sa photo sur l'étagère à côté d'un nouveau pot de pinceau et d'un petit croquis du magnolia sous lequel je m'asseyais derrière le bâtiment Nova Access. La boucle est bouclée, mais en mieux car désormais l'arbre ne vit plus que dans la mémoire. Et le souvenir m'appartient. La semaine dernière, une jeune femme nommée Alissa est passée au studio. Elle suivait mon travail en ligne et m'a demandé si j'avais déjà pris des apprentis. Elle me ressemblait il y a des années, les yeux pleins de quelque chose de sauvage et de calme, les doigts tripotant la manche de son pull de friperie. J'ai dit oui parce que quelqu'un m'a fait de la place, et maintenant c'est mon tour. Cette nuit-là, alors que j'étais seul dans le studio, j'ai aperçu mon reflet dans la haute fenêtre. Mes cheveux étaient tirés en un chignon en désordre. J'avais mal aux joues, au bout des doigts et même au cou. Et j'avais l'air vivant, ni parfait, ni riche, ni célèbre, mais vu. Raymond m'a dit un jour, les bonnes portes s'ouvrent au bon moment, mais c'est à nous d'avoir le courage de les franchir. À l'époque, je ne savais pas ce que cela signifiait. Maintenant je le fais. Parfois, la porte est une vraie porte, vieille et rouillée, derrière une maison tranquille de Sycamore. Parfois, il s'agit d'une toile, d'un carnet de croquis ou d'une simple ligne tremblante tracée dans le noir. Mais c'est toujours le moment où vous arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. Le monde ne m'a pas donné cette clé. Raymond l'a fait. Lorraine l'a fait. Et maintenant je le tiens entre mes mains. Pas avec peur, mais avec détermination. Parce que je sais qui je suis maintenant. Je m'appelle Camille Turner. Je suis un artiste et je suis à la maison.